Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts qui explore la notion de la paix à différentes échelles. Des spécialistes seront invités à intervenir sur leur sujet d'expertise et répondront aux questions des adhérents de Micro-Sillon. Ces débats seront accompagnés de créations artistiques autour de l'improvisation théâtrale, de la poésie, mais aussi de la musique. Cette émission inclusive par nature laissera la parole à des personnes atteintes de troubles psychiques. La Colombe qui vous parle, c'est une émission qui offre plein d'espoir et de créativité. Alors plongez dans l'expérience de ce podcast inédit qui intriguera les curieux. Soufflez un grand coup. La Colombe est là pour vous donner la paix. Bienvenue à tous dans ce 3e épisode de La Colombe qui vous parle. C'est le moment des interviews qui délient les langues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Lachamp, docteur en psychologie et chercheur associé au laboratoire PCPP à l'Université de Paris-Cité. Bonjour Alice, merci d'être là aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Margot, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Donc ce 3e épisode a pour thématique la paix psychique, donc vaste sujet surtout en ce moment avec les actualités. Et alors Alice, j'aurais voulu vous demander comment peut-on mesurer sa santé psychique ? Comment on peut la quantifier, l'évaluer selon vous ? Alors quand on pense à mesurer la santé psychique, la première idée qui me vient sont les échelles. Il y a plein d'échelles pour mesurer tout un tas de choses. Il y a des échelles pour mesurer la dépression, des échelles d'état de conscience, des échelles pour le niveau d'anxiété, etc. Ce sont des échelles standardisées, qui ont été élaborées, vérifiées par des chercheurs, etc., qui ont leur utilité, mais je trouve qu'elles ont une utilité pour la recherche. Dans la vraie vie, si vous me dites, mais moi, comment je peux mesurer où en est ma santé psychique, est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas, je trouve que ces échelles n'ont plus aucun sens. Mmh. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que mesurer sa propre santé psychique, ça renvoie forcément à sa propre subjectivité. Mmh. Comment on regarde ses propres états d'âme, comment on se débrouille avec la vie. Pour moi, un des facteurs, ce serait d'essayer de penser pour soi le degré de souffrance psychique qu'on traverse. Et cette souffrance, est-ce qu'elle est associée à des symptômes psychiques ? Est-ce qu'elle est tolérable ? Est-ce qu'elle est supportable ? Est-ce qu'elle m'empêche d'être en relation à l'autre ? Est-ce qu'elle m'empêche de me projeter dans l'avenir ? Est-ce qu'elle empêche que mon désir circule ? Est-ce qu'elle m'empêche de le reconnaître ? Voilà. Pour moi, ce serait subjectivement ce type de questions que je me poserais à moi-même pour essayer de mesurer la santé psychique ou ma santé psychique. Donc ce serait, si j'ai bien compris, prendre du recul à travers sa subjectivité pour pouvoir l'analyser et l'évaluer selon des sensations, des émotions, c'est ça en fait ? Oui, en tout cas selon ses propres repères. Parce qu'au final, je voudrais mettre ça en contraste avec les échelles. Les échelles, elles cherchent une mesure objective et surtout une mesure comparable. C'est-à-dire entre 3 à 4 individus ou 100 individus, comment on peut comparativement évaluer la santé psychique. Mais individuellement, je trouve que ça n'a plus aucun sens, parce que finalement, chacun fait avec sa propre souffrance comme il peut, et navigue dans la vie avec sa propre souffrance. Mais il y a des moments, effectivement, où on la mesure comme insupportable. Voilà. Et alors, on parlait donc des mesures de sa santé psychique, et vous avez très bien répondu, merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'un bon état psychique s'entretient ? Et de quelle façon, pour rebondir sur cette subjectivité, donc avec ma subjectivité, mes émotions, mes repères, comme vous disiez justement, comment s'entretenir bien psychiquement, et est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce que c'est possible ? Donc moi, je suis psychologue clinicienne. Le gros de mon activité, c'est de conduire des psychothérapies, donc travailler avec mes patients pour les aider à traverser leur propre souffrance psychique.
Alors évidemment, moi je suis convaincue que oui, qu'on peut entretenir son psychisme. J'y suis convaincue pour mes patients, j'y suis convaincue aussi pour moi-même en tant que professionnelle, puisque quand on travaille dans la santé mentale, une de nos obligations, c'est de prendre soin de notre propre psychisme. Alors à la fois cette question, j'ai envie de répondre un grand oui, et puis à la fois, quand on essaye de répondre plus précisément, je la trouve extrêmement difficile. Donc j'essaie de faire une réponse avec mes propres mots, qui va rester un peu générale, puis si vous voulez qu'on précise, vous me poserez des questions complémentaires. Mais je dirais que, d'une manière générale, prendre soin de son propre psychisme, ce serait déjà essayer d'être à l'écoute de ses propres désirs, de ses besoins avant les désirs, et pour ça, consacrer du temps à la pensée. Et consacrer du temps notamment à la rêverie. La rêverie diurne ou nocturne, celle qu'on a quand on rêvasse dans le bus, ou celle de nos rêves la nuit. Parce que la rêverie, c'est un mode d'accès très quotidien à sa propre vie interne. Donc aménager du temps pour se penser, c'est de moins en moins facile, je trouve, dans notre contexte de vie actuel où on est sans arrêt sollicité, ou sollicité soit par des interactions, soit par juste des informations, typiquement le téléphone qu'on a dans la main du matin au soir, et avec un flot continu d'informations, alors qui peuvent nous laisser penser à quelque chose, mais c'est pas de la rêverie. C'est pas de la pensée qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas une écoute de ses propres mouvements internes. Et pour prendre soin de son psychisme, pour moi, c'est ça. C'est déjà trouver une façon d'être à l'écoute de ses propres mouvements internes. Vous savez, il y a ce jeu de mots, alors, qui est éculé, qui est connu, reconnu. Penser pour se penser. Alors, vous en mettez un avec un E et un avec un A. C'est-à-dire que penser, ça soigne, quoi. Alors à la fois je me dis c'est un jeu de mots facile, est-ce que je vais raconter ça à Margot quand même, c'est un petit peu facile. Mais en même temps c'est une évidence et qui je trouve est de moins en moins aisée dans notre façon de vivre contemporaine. On peut pas faire l'économie de la pensée quand il s'agit de santé psychique. Et tous les médicaments du monde, ils suffiront jamais à guérir, à soigner des maux psychiques. Donc, apologie de la pensée et de la rêverie. Pour moi, ce serait ça le mot d'ordre. Et c'est intéressant parce que se laisser penser à rêver. Et c'est vrai que on s'autorise pas trop, comme vous le disiez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flux, de mouvements, de choses où on est sans cesse sollicité. Au final, il faudrait des espaces libres pour se laisser aller penser et pour un peu, rêver, divaguer. Et au final, est-ce que ce serait pas laisser place à son inconscient dans ces moments-là? Oui, l'inconscient, en fait, il est tout le temps à l'œuvre. Simplement, il faut des interstices pour pouvoir y avoir accès et pour pouvoir y prêter attention. Et puis pour la rêverie, la construction de la pensée, il faut de la place pour s'ennuyer, pour ne rien faire. Et c'est pas facile de rien faire. Parce que c'est se confronter à sa propre intériorité, c'est pas toujours très agréable. Mais apologie de l'ennui, du rien faire, des espaces de rien. C'est très intéressant et je pense qu'on en a besoin parce que c'est comment recycler aussi son énergie psychique. C'est aussi l'emmener vers une conquête plus saine à travers nos besoins et nos désirs. Parce qu'on a le temps et l'espace de penser. C'est très intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on parle de santé psychique, donc on a parlé, des mesures de la santé psychique, de l'état, d'un bon état psychique. Et alors, imaginons, si on va pas bien, si on est en crise, si, on perd nos repères, on n'a plus le temps de se laisser penser, justement. Et donc, dans ces cas-là, dans ces moments où on est fragile, comment parler à son conjoint, sa conjointe, et à sa famille, si justement on sent des difficultés, et comment l'aborder, comment selon vous, sur quel point de vue en parler quand on est fragilisé en fait. Oui, j'ai dans les interrogations là que vous proposez, j'ai trouvé que c'était peut-être la plus délicate pour faire une réponse concise, parce que d'abord la façon dont on peut ou pas parler à ses proches, ça dépend
en premier lieu de la nature de la relation qu'on entretient avec le dit proche. Et puis, ça dépend aussi de la relation qu'on entretient à ses propres fragilités. Et donc, quand j'ai essayé de trouver des axes de réponse généraux, je me suis retrouvée coincée. Je me suis dit, mais ça dépend. C'est-à-dire que chaque configuration appelle une réponse différente. Je me suis dit, ça dépend. Comment on se sent, par exemple, par rapport à ses propres fragilités? Est-ce qu'il y a une part de honte? Ça peut tout à fait empêcher... De culpabilité aussi, parfois. Hein. De culpabilité, complètement. De honte, de culpabilité, qui pourrait venir totalement entraver la possibilité d'en parler à nos proches. La peur aussi, peur des réactions de son entourage, de sa famille, de celui qu'on aime. Alors, ce que je me suis dit, c'est que soit on finit par trouver soi-même un chemin, soit quand ça nous semble difficile, voire inenvisageable, on peut s'appuyer sur un tiers. Et ce tiers, ça peut être un professionnel de santé mentale qui peut tout à fait être médiateur, ça peut être aussi un tiers de confiance. Quelqu'un en qui on a une grande confiance et qui peut... Il peut être un ami, un proche... C'est ça. C'est ça, dont on a le sentiment qu'il nous comprend et qu'il pourrait être médiateur de notre parole. Voilà, je me dis que ça peut être une bonne option. Mais je n'ai pas trouvé une façon de répondre de façon générique, de manière générique à cette question. Je la trouve très difficile parce que comprenant beaucoup trop de paramètres, voilà. Parce que, en effet, il y a le paramètre de la subjectivité pour la famille, c'est-à-dire comment nous vivons notre réalité. Il y a aussi l'intersubjectivité. Absolument. C'est-à-dire comment le proche, le dit proche, reçoit justement ces informations. Et c'est vrai que quand on a des crises, parfois l'effet de sidération peut être très compliqué à gérer pour la personne ayant eu des crises, parce qu'elle doit concilier avec une réalité qui se ferme à elle. Oui. Et c'est pas évident parce que quand on a des crises, on n'est pas moralement là, on n'est pas moralement conscient. Parfois, notre pathologie prend le dessus. Tout à fait. Et on va être dans une spirale mentale qui va nous perdre notre identité. Donc en fait, c'est pour ça que l'effet de sidération et les proches peut être relativement difficile. Oui. Tout à fait, et du coup, dans ce que vous dites, il y a un autre paramètre qui me semble essentiel, qui est aussi très classique, mais qui peut-être est utile de répéter ici, c'est l'après-coup. Il y a le moment de la crise, un moment où je pense qu'on n'est pas disponible pour l'autre, on est à peine à soi-même. Donc on n'est pas disponible pour l'autre, ni pour tenir compte de ce que ça lui fait, ni pour pouvoir traduire ce qu'on traverse et partager avec lui ou eux. En revanche, dans l'après-coup, une fois qu'on est revenu à soi-même en quelque sorte, peut-être dans un moment d'apaisement, alors on peut réessayer d'expliquer. Ce que vous dites à juste titre, il y a la subjectivité de la personne qui traverse une crise où elle devient presque étrangère à elle-même. Il y a l'intersubjectivité, donc tout ce qui se joue entre les deux et la relation et l'histoire de la relation avant ça. Et puis il y a la subjectivité du proche. Son rapport aux crises, à la folie, à l'inquiétude, la façon dont il s'identifie ou pas à celui auquel il tient et qui est en souffrance, sa peur que ça recommence, etc. Donc on voit comme c'est difficile. Donc peut-être, je disais, on peut utiliser un médiateur, professionnel ou pas. On peut aussi dire, tu as le droit toi aussi d'aller parler de ce qu'on a traversé ensemble, au final, à quelqu'un d'autre. Tu as le droit toi aussi d'aller prendre soin de ton psychisme pour apaiser une expérience qui peut être tout à fait déstabilisante et qui peut provoquer beaucoup de souffrance, évidemment. Merci. Et alors, on va essayer d'aborder un peu, d'aller plus loin que la première question, donc avec la quatrième question, c'est-à-dire, est-ce que l'analyse permet de vivre plus facilement au quotidien? Et pourquoi? C'est une question, un peu générique, mais pour nos auditeurs, je pensais que c'était intéressant de vulgariser un peu la paix psychique. Tout à fait. Alors, là aussi, je vais redire que je suis psychanalyste aussi, alors que je vais répondre évidemment oui, déjà. Et puis ensuite, je vais essayer de dire avec mes mots, en essayant de pas être trop théorique sur comment ça fonctionne l'analyse, mais plutôt d'essayer de faire partager pourquoi ou comment, d'après moi,
l'analyse travaille pour nous aider à traverser la vie le mieux possible, quoi, quelque chose comme ça. Je dirais que le travail d'analyse, c'est une expérience partagée avec un interlocuteur, pour essayer de mieux comprendre les enjeux de sa propre histoire, pour essayer de mieux appréhender son propre fonctionnement psychique. Le but étant de s'approprier cette histoire et sa vie interne et de développer sa subjectivité. Sa subjectivité dans le sens où, à partir du moment où on se sent acteur de sa propre vie, où on se sent acteur de ses choix, il me semble qu'on les vit mieux. Y compris quand on est confronté à des expériences douloureuses, parce que la vie, elle est faite de ça. On peut pas éviter à l'autre des expériences douloureuses, de perte, de désespoir, de déception, ça c'est la vie. Mais si on n'a pas l'impression de la subir, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que si on redevient acteur de sa propre existence, ça permet, enfin c'est un renversement de perspective, ça permet à mon avis de vivre mieux. En réfléchissant à comment je pouvais raconter ça, il m'est venu les paroles d'un patient qui a fait une longue analyse au cabinet et puis qui à un moment donné disait au sujet de son espace analytique, il n'y a qu'ici que je pense. Il n'y a qu'ici que je pense. Au cours de son développement, il n'avait pas pu construire un espace psychique propre. Ce qui avait pour conséquence pour lui un sentiment de ne pas exister. D'être toujours envahi par les autres et d'avoir à se soumettre au désir de l'autre. Puis au fur et à mesure du travail analytique, brique par brique, il s'est constitué son propre espace de pensée, son propre espace psychique. Alors c'est passé d'abord très concrètement par l'espace de pensée partagé avec moi en séance. Il y a qu'ici que je pense, il fallait le prendre au sens propre, c'est-à-dire il y a que dans ces 4 murs, quand je suis avec vous, que j'ai un espace de subjectivité qui n'appartient qu'à moi, que je sens protégé, pas envahi des autres, etc. Puis progressivement, cet espace très concret du cabinet, il s'est internalisé, c'est-à-dire que on peut imaginer comme si le bureau était venu dans sa tête constituer un espace bien délimité entre le dedans et le dehors et reconnu comme étant le sien et celui de personne d'autre. C'est s'approprier ses pensées. C'est les reconnaître comme siennes, reconnaître d'où elles viennent, parce qu'il y a quand même des moments dans l'analyse où on réalise que Freud il disait on n'est pas maître dans sa maison. Ce qu'il voulait dire là, c'est qu'il y a des parts de nous qui peuvent nous sembler tout à fait étrangères à nous-mêmes et être très désagréables. Des pensées, des émotions qu'on aimerait ne pas reconnaître en nous, mais qui en fait qui nous débordent, mais qui nous appartiennent, qui viennent bien de nous. Et il y a tout un chemin pour reconnaître que on n'est pas univoque et qu'on a des pensées univoques. On n'est pas tout blanc ou tout noir. On est fait de mouvements contradictoires. Et donc c'est ce qui génère des conflits internes. C'est ça qu'on appelle le conflit interne en psychologie. C'est des mouvements à l'intérieur de nous, des mouvements psychiques qui se contredisent. C'est très très désagréable de reconnaître ça en soi. De reconnaître qu'il y a du blanc et du noir qui s'affrontent. Mais qu'en fait, ça nous appartient quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, pouvoir constituer cet espace de subjectivité, ça permet de se sentir exister et de se sentir vivant. Tout simplement. C'est-à-dire être créateur de sa propre vie. Et quand je pense plus la subir, ce que vous exactement. C'est-à-dire que subir, c'est vrai que c'est un terme fort et puis parce que c'est en fait happé un peu par la vie et ne pas comprendre en réalité ce qui nous arrive parce qu'on subit et qu'on est dans un côté un peu passif où en fait on va avaler la vie sans le goût de la vie. Exactement, tout à fait. Avaler le vie sans le goût de la vie, je trouve que la formule est très juste. Et vous avez dit vivre la vie sans la comprendre. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus douloureux en fait. Je suis d'accord. Voilà. Donc c'est ça le but de l'analyse. Et par rapport à la création, je pense que, vous savez, il y a beaucoup de
beaucoup de centres de soins psychiques qui proposent des lieux de création, des espaces de création. Je pense que quand on retrouve de la créativité, c'est une forme de prendre soin de son psychisme et c'est une forme de guérison. Parce que je pense que dans l'acte de créateur, justement, on reconnaît que ça vient de soi, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa propre existence. C'est sa propre vie interne à laquelle on donne une forme pour dialoguer avec le dehors. Et donc, je voulais aussi dire ça parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui vous parle, puisqu'on se connaît un petit peu, et que la création, vous sentez bien comme c'est un moyen d'expression et aussi un moyen de reconnaissance de ce qui nous agit à l'intérieur. Mais c'est très intéressant parce que justement, quand vous dites reconnaissance de ce qui nous agit à l'intérieur, c'est aussi la naissance de ce qui nous agit à l'intérieur. Oui. Parce que je vais par exemple faire un tableau ou je vais peindre, et ben voilà, j'ai donné naissance à un tableau. Et c'est aussi faire exister concrètement ce qu'il y a à l'intérieur et lui donner une vie via l'artistique. Et on peut également mêler l'artistique et la thérapie avec, par exemple, l'outil des psychodrammes que vous utilisez. Oui, c'est vrai. Voilà, qui est une technique de théâtre, en fait, où donc, vous corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un groupuscule, voilà, de personnes qui vont tour à tour jouer, en fait, la vie, des rôles, des personnes pour rejouer en fait leur traumatisme ou des choses qu'ils ont besoin d'évacuer. Et donc c'est voilà un petit groupe de 5-6 personnes, je crois. Alors ça dépend, il y a plein de psychodrames différents, il y a plein de sortes de psychodrames différents, y compris des psychodrames psychanalytiques, il y a plein de dispositifs qui existent. Mais l'idée effectivement c'est de mettre, alors c'est pas pour évacuer, ça c'est une forme de psychodrame, plutôt le psychodrame morénien qui s'appuyait sur l'abréaction, c'est-à-dire évacuer et en fait en exprimant très fort, en dramatisant ses émotions, pour faire court, on se sent soulagé, ce qui fonctionne tout à fait. Et puis après ça a évolué et donc l'idée c'est de mettre en représentation. Et en mettant en représentation ses souvenirs, des bouts de rêve, ses émotions, etc., en les rejouant, en se mettant à différentes positions du jeu, ça permet de les élaborer. Tout à fait. Mais je pensais aussi, sans des formes de thérapie particulières, je pense aussi, il y a beaucoup d'artistes dont on sait qu'ils ont traversé des souffrances immenses, des souffrances psychiques immenses, et qu'ont trouvé à prendre soin d'eux, aussi loin que possible, mais en créant des œuvres artistiques. Parce que ça, je pense que ça permet de se sentir vivant et de traverser la vie. Je suis totalement d'accord. Alors, on parlait donc plus en avant de la souffrance et de la paix psychique. Et justement, quand on a une pathologie de type schizophrène, bipolaire, borderline, TDI, enfin il y a énormément de troubles psychiques qui existent dans le monde. Et donc justement, si on est atteint, je pense à mes auditeurs malades qui nous écoutent, si on est atteint d'une pathologie psychique, comment faire pour ne pas en souffrir du jugement des autres? Mais toi, t'as été à l'hôpital, toi, t'es quelqu'un de fou, toi, voilà, ce genre de préjugés, idées préconçues qu'on peut rencontrer en général sur notre chemin. Alors, j'avais pas compris la question comme ça, en tout cas pas par rapport au regard des autres et au regard d'autres qui, si je vous entends bien, qui n'ont pas vécu eux-mêmes une psychopathologie, quoi. Moi, j'avais commencé à répondre de façon beaucoup plus large à la question est-ce qu'on peut vivre avec une pathologie psychique sans souffrir, en élargissant la question, en me disant est-ce qu'on peut vivre sans souffrir, tout court. Vous me répondez non. Je suis très contente, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que la souffrance, elle fait partie de la vie. Alors évidemment, on parle pas des mêmes souffrances. Il y a des moments dans les psychopathologies là que vous citez par exemple où elle est tout simplement de par son intensité et sa temporalité tellement présente qu'elle empêche tout moment où on se sent apaisé, tout moment de plaisir ou de ce qu'on pourrait appeler des moments de bonheur, pour parler très simplement. Parce que le titre de votre émission aujourd'hui, la paix psychique, moi ma première réaction ça a été de me dire mais en fait la paix psychique elle peut pas exister sans conflictualité interne. Sans écoute.
Sans écoute de la conflictualité interne. Ouais. C'est-à-dire que, comme ça, quand on pense paix psychique ou même bonheur, là, si on veut être plus trivial, on se dit, c'est un état qu'il faudrait atteindre. Avec, je pense, l'illusion, mais ça n'engage que moi, l'illusion qu'on peut l'atteindre, puis qu'après c'est bon. Ouf, ça y est, je suis arrivée à la paix psychique, je vais finir ma vie comme ça. Et en fait, en réfléchissant, puisque ça fait quelques mois que vous m'aviez parlé de ce projet, de ce thème d'émission, je me dis, mais en fait, la paix psychique, elle existe parce que justement, elle n'existe pas en tant qu'idéal qu'on pourrait atteindre pour toujours. Elle existe en tant que état transitoire. C'est-à-dire, c'est parce qu'on passe par des moments de souffrance, par des moments de désespoir, que on peut reconnaître certains moments de paix. C'est-à-dire, c'est une oscillation entre des états négatifs et positifs, calmes et tumultueux. Ça peut pas être autrement. Et ça me fait beaucoup penser à une des grandes théorisations de la psychanalyse, c'est la pulsion de vie, la pulsion de mort. Vous avez peut-être déjà entendu ça. De l'extérieur, je pense, si on n'est pas analyste, que ce sont des questions qu'on n'a pas eu l'occasion d'étudier, on se dit, faut aller du côté de la pulsion de vie. Faut aller du côté de l'amour, faut aller du côté de l'énergie, faut aller du côté de la circulation de la libido, du désir. Il faut ça. Sauf que, en fait, la théorisation, c'est pas du tout qu'il faudrait éradiquer la pulsion de mort et n'être que dans la pulsion de vie, pas du tout, parce que la pulsion de vie tout le temps, ce serait très dangereux. C'est une articulation entre les deux. C'est comment les deux peuvent s'intriquer. C'est-à-dire, on recherche pas le tout blanc ou tout noir, on recherche une infinité de nuances, de gris, tous plus merveilleux les uns que les autres, et on cherche à inventer des grilles en fonction de ce qu'on traverse, de notre histoire et de ce qu'on traverse à chaque instant. Et que finalement, la paix psychique, c'est un état transitoire qu'on arrive à atteindre, à sentir, à vivre, à faire l'expérience, quand on arrive à articuler des mouvements de conflictualité interne, des mouvements antagonistes. Voilà, je pense que c'est ça le comment vivre sans souffrance. Après, finalement, quand vous avez posé la question, vous avez été beaucoup plus précise. Comment on fait avec les préjugés ? Ça, je ne sais pas comment vous répondre. Parce que c'est sans aucun doute une source de souffrance, très grande. Alors, je pense que les préjugés, c'est la méconnaissance. Alors, si on essaye de communiquer, de partager, de faire entendre ce que ça peut être, de rendre les gens moins ignorants, je pense qu'à partir de là, ils auront moins peur. Je pense qu'ils auront moins peur de leur propre folie interne, parce que c'est souvent ça l'histoire. C'est l'effet miroir, au niveau de l'inconscient, justement, quand on est face à quelque chose que l'on a déjà vécu, qui nous a traumatisé par le passé ou quoi, ou par ailleurs, quand on est face à une situation qu'on connaît pas, le premier barrage, le premier réflexe, c'est la peur, c'est oulala, cette personne est folle, et c'est dommage. Donc il faudrait peut-être plus sensibiliser les gens à ce que sont les pathologies psychiques, et pouvoir leur dire que en fait les personnes avec des pathologies psychiques sont des voyageurs dimensionnels, parce que ils peuvent vivre plusieurs réalités en même temps, ils ont une créativité débordante, plein d'empathie, et ce n'est pas que des fous. Au final, c'est dommage de les réduire qu'à ça. Complètement. Et je pense que le mouvement de préjugés, il est parce que nous avons tous en nous des parts de folie, des parts qui nous sont étrangères à nous-mêmes, et que si on n'est pas confronté à des moments aigus de souffrance, on peut faire l'économie de se poser la question. Moi, je pense que ce qui fait peur dans ces moments-là à ceux qui n'ont pas eu à connaître des moments d'hospitalisation, de médication, etc., c'est qu'en fait, ils pressentent bien qu'ils ont ça en eux potentiellement aussi. Et que c'est pour ça qu'il y a ces mouvements de rejet très forts. Alors, oui, comment améliorer, c'est faire connaître, enseigner, partager pour mieux faire comprendre et montrer que ça n'est pas, il n'y a pas à en avoir peur, ce sont des parts en nous qui sont, comme vous dites, aussi porteuses de beaucoup de créativité, qui sont les parts intéressantes. Si on était tout lisse, ce serait pas drôle. Mais pour la personne qui a déjà eu à souffrir d'une crise, par exemple, parce que c'est ça dont vous parlez beaucoup là aujourd'hui, d'une crise de ces troubles, subir en plus le rejet ou la stigmatisation, c'est une douleur supplémentaire. Et donc, on va encore parler
de souffrance. Hein. Alors, voilà, il y a des études qui sont sorties qui expliquaient que les traumatismes subis par la descendance, en fait, sont transmis génétiquement, c'est-à-dire qu'il y a une mutation des allèles et il y a le gène qui est souffrance ou pathos ou voilà, qui est donc imprégné dans nos allèles et qu'on va redonner à nos enfants. Donc en fait, c'est quand même, vous parliez précédemment, voilà, on ne peut pas vivre sans souffrir, c'est utopique et ça n'existe pas une vie sans souffrance. Mais alors si on se reproduit nos souffrances de par père en fils, c'est pas évident du coup. Oui, alors je dois dire que moi j'ai un regard moins affolé sur ces nouvelles recherches vraiment de biologie scientifique. Hein. C'est comment ils ont réussi à trouver les marqueurs du traumatisme sur nos gènes. Moi, je dois dire que je suis ravie. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, mais Alice est un être atroce. Elle est ravie, on a prouvé que le traumatisme se transmettait. Je suis ravie parce qu'on le sait, parce que les patients le racontent, ça fait 2 siècles qu'on le sait. Il suffit d'écouter les histoires familiales, il suffit d'écouter des gens qui arrivent au cabinet et qui disent « je ne comprends pas, depuis que je suis tout petit ». Je suis dépressif ou je fais des crises d'anxiété, je ne comprends pas pourquoi. Et finalement, quand on déroule leur histoire, c'est pas leur histoire individuelle, mais c'est des traumatismes qui circulent plus ou moins dans la famille, plus ou moins parlés, plus ou moins tus, qui impactent la personne en question, qui se retrouve à devoir élaborer un traumatisme qui est celui de sa mère, de sa grand-mère ou de l'arrière-grand-père ou que sais-je encore. Donc on le sait ça cliniquement, on le sait depuis très longtemps. Mais les scientifiques, disons plus du médical, avaient du mal à entendre ça, à se dire mais enfin bon, ça va quoi, ça ne peut pas. Plus cartésienne. Exactement. Et donc là où je trouve que les recherches et d'imagerie et génétique sont très aidantes, c'est qu'il y a tout un tas de recherches qui nous prouvent les effets les effets sur le psychisme de choses inscrites dès le biologique. Donc il y a d'abord eu tout un tas de travaux sur l'imagerie, puisque là on va parler ensuite de comment on traite le trauma. Donc je m'avance un peu sur la question d'après, où on a pu montrer qu'il y avait des zones du cerveau qui se modifiaient à cause du traumatisme, mais qui se modifiaient de façon réversible avec la psychothérapie. C'est l'hippocampe, non ? Exactement, notamment c'est l'hippocampe. Donc génial, on prouve biologiquement, là tout d'un coup les médecins ils font « Ah bon, alors la thérapie par la parole, peut-être que quand même ça marche ». Il y a ça, je pensais à une autre série de recherches, oui, toute l'épigénétique, qui a prouvé déjà que l'environnement agissait, alors pas exactement sur les gènes, mais sur l'expression du génome. Et donc ça, on a prouvé aussi, ce qui était décrit dans la littérature clinique depuis très longtemps aussi, que l'environnement avait un impact très direct sur la santé psychique. Mais là, on montre que ça intervient même au niveau biologique. Et là, je trouve ces dernières recherches sur la génétique du trauma passionnantes, parce que je pense que ça doit beaucoup rassurer aussi les personnes qui ont eu à souffrir de traumatismes qu'ils n'ont pas subi en direct, mais dont très concrètement ils subissent les conséquences. Et selon les théorisations, on peut aller... Il y a des théories qui disent que ça remonte jusqu'à 10 générations. Que ça peut remonter en arrière, ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça des traumas fantômes ? Parce qu'au final, oui, d'une certaine façon, qui va digérer tout ça, et c'est pas évident quand il peut avoir des abus sexuels, c'est compliqué. Et du coup, on peut dire un peu qu'on est hanté par le traumatisme familial. Exactement. Tout à fait. Et c'est très compliqué de retrouver le chemin, parce que on imagine, moi je sais pas si ces théories sont justes, mais si on peut imaginer aller 5-6 générations en arrière, comment vous retrouvez l'histoire ? Ce qui est compliqué, c'est que vous développez des symptômes sans pouvoir retrouver la cause. Sans que personne puisse vous raconter une version de ce qui aurait pu causer ces symptômes. Mais oui, ça c'est tout à fait prouvé, et je trouve que c'est quand même une piste de travail très intéressante, et en tout cas déjà un soulagement pour les personnes qui ressentent ces choses-là et qui pensaient pouvoir être peut-être complètement folles en disant j'invente des choses, j'imagine des choses, pourquoi je développe tel ou tel symptôme. Au niveau du cerveau, des sortes d'images des souffrances de nos ancêtres ou... Je ne sais pas. Ouais.
C'est très compliqué de savoir par où ça passe. Moi, dans ma clinique, j'ai pas eu comme ça des constructions qui seraient passées par les rêves ou par des souvenirs, comme des bouts de films comme ça. Ouais, des choses comme ça. Mais dans le trauma vécu par le patient, ça par contre, on sait que ça revient sous forme de flashs un peu curieux et des flashs qui ont une teneur très particulière parce qu'elles ont une marque de réel et de pas réel. C'est-à-dire que les patients vont dire je sais pas pourquoi, c'est comme dans un film, l'image que j'ai vue, mais ça a pas pu se passer. Ça c'est le premier réflexe. Puis après au fur et à mesure, on se rend compte que l'image insiste et puis les éléments de réalité viennent, les souvenirs se raccrochent au flash traumatique au fur et à mesure. Et alors, justement, cette souffrance qui nous concerne toutes, y a-t-il un moyen de vivre et d'accepter les traumatismes, donc que ce soit générationnel ou que ce soit ses propres traumatismes? Je pense notamment à une pathologie de borderline, la peur de l'abandon, la peur du rejet, les films qui vont dans la tête où on va s'inventer des réalités parallaxes, parallèles, qui n'existent pas à part dans notre tête, parce que c'est ça aussi le mimétisme un peu des maladies psychiques, c'est qu'on s'entête à transformer notre réalité et à une réalité adjacente qui n'est pas forcément celle de tout un chacun. Après, avec l'intersubjectivité, est-ce qu'on a vraiment tous une réalité commune? C'est encore un autre débat. Oui, c'est une autre question. Comment, du coup, vivre et accepter notre traumatisme selon vous, Alice? Mais je ne peux répondre là que de ma place de psychothérapeute. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont subi des traumatismes de nature très variée. La première formulation qui m'est venue à l'esprit, c'est la mise en récit. Parce qu'il s'agit là de se réapproprier de façon subjective une expérience traumatique. L'expérience traumatique, par définition, elle est désubjectivante. C'est-à-dire, elle attaque le sujet. Parce que je pense que, je prends toujours l'exemple, les traumatismes, il y a de nature très variable. Mais si on prend par exemple un accident de voiture, voilà, quelque chose que la grande majorité des personnes ont pu vivre, on voit bien que dans un choc, notre esprit ne fonctionne plus. On est dans un état de sidération. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si notre esprit se déconnectait pour supporter la situation. Donc notre esprit se déconnecte, on ne peut plus penser, on ne peut plus réagir, et on met surtout les émotions, elles sont disjonctées de notre appareil psychique. Donc on devient apathique. Complètement sidéré. On fonctionne plus avec notre psychisme, le corps est séparé de l'esprit, en gros. Qui est une stratégie de défense pour survivre à un événement traumatique. Et c'est absolument nécessaire que ce soit déconnecté à ce moment-là. Sauf que cet état de déconnexion, il peut durer plus ou moins longtemps. Et donc, pour remédier à cet état de déconnexion, il va falloir aider, soutenir une mise en récit, une réappropriation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on peut ramener le récit de l'événement traumatique, qu'on peut ramener les souvenirs, la personne peut, plutôt que d'en faire comme un film qui passerait dont elle est spectateur ou spectatrice, ça pareil, si on prend l'accident de voiture, si vous avez subi un gros choc dans votre vie, vous avez cet état de déréalisation. On est comme en dehors de la scène. On se voit dans la scène, mais c'est un état de déconnexion totale. Comme une sortie astrale, quoi. Comme une sortie de corps, quoi. Oui. Okay. On est déconnecté totalement de ce qui se passe. Mais ce qui est une stratégie de survie, hein. C'est tout à fait utile que notre corps et notre esprit se déconnectent. Donc le travail de thérapie, c'est de reconnecter en douceur et surtout avec la propre subjectivité de la personne. Mais en tant qu'acteur, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire il va se remettre dans la scène, il va retrouver souvent, quand c'est des traumas, des événements traumatiques, souvent ça repasse par le sensoriel beaucoup. On retrouve des odeurs, on retrouve des sensations. Et donc tout ça, on va reconnecter au fur et à mesure pour que le corps et l'esprit refonctionnent ensemble autour de cet événement traumatique, et pour en faire une expérience qu'on peut intégrer. Donc tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pas toujours simple de le faire seul. Souvent, on a besoin de s'appuyer sur des tiers et sur des thérapeutes pour pouvoir mettre en récit, se réapproprier de cette expérience et puis raccrocher nos pensées et nos affects.
C'est-à-dire les images et les émotions, qui étaient insoutenables à ce moment-là. Et donc tout ça, ça se fait souvent dans un long temps d'après-coup. Il faut laisser passer du temps, se reconstituer un peu, et puis ensuite on peut aller retravailler la dimension traumatique. Et le facteur temps, justement, là vous parlez du temps. Alors, voilà, on dit pour la sidération, pour tout ça, c'est bien de laisser du temps. Mais est-ce que le temps, il fait vraiment son job? Parce que... Ah oui. Alors sans ça, c'est travail psychanalytique, est-ce qu'au final, le temps, il fait tout seul? Moi, je suis pas sûre. Alors, il y a deux choses. Si c'est du figement, c'est-à-dire un temps dans lequel rien ne bouge, bon, ça peut durer toute la vie sans que rien ne bouge et on reste dans un état figé. Mais après, c'est vrai que souvent, les patients trouvent le temps long et que une des réponses classiques, c'est de dire que la temporalité psychique est pas du tout la temporalité de la vie. Et dans un contexte contemporain où la vie est très accélérée, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que pour se réparer, le psychisme a besoin d'un temps plus long que la vie, ou ce qu'on pourrait espérer d'une pilule magique. Moi, j'adorerais que ça existe, hein. La pilule magique qui soignerait les traumas, ce serait... Enfin, je sais pas si ce serait magique. Ce serait plus rapide, mais on passerait à côté de tout ce qu'on apprend. Et d'une belle expérience aussi, Absolument. parce que digérer ses traumas avec son analyste, son thérapeute, et faire des efforts de résilience, qui sont de se dire, eh bien, je vais au-delà de mes craintes, au-delà de mes peurs, et je vais au fond du problème pour déjà essayer de en être acteur et plus le subir malencontreusement, mais bien au contraire le mener de front et l'accueillir aussi dans ma vie, parce que il y a beaucoup de déni parfois aussi tout à fait. Personnes qui par rapport au traumatisme sont dans la sidération, mais ankylose, enfin, je sais pas comment dire. On peut dire, c'est une bonne formulation, sidération ankylosée, qui fait que, c'est ce que j'essaye d'évoquer quand je dis le figement. C'est-à-dire une impossibilité, un déni massif. Mais il faut bien entendre que ce déni, il a une fonction, c'est-à-dire que probablement, le psychisme est trop abîmé, trop fragilisé pour faire face. Et donc, il va falloir entourer peut-être un peu différemment, peut-être passer par du corporel, peut-être passer par des choses qui... Ou des médecines holistiques aussi, oui, où on tout peut à fait. Trouver plein de compléments. Oui, trouver sa voie, mais il faut trouver une voie. On peut pas rester dans le figement, parce que ça, si c'est une stratégie à court terme extrêmement utile au psychisme, à moyen et long terme, c'est extrêmement coûteux. Et on sait très bien... l'approche psychosomatique l'a tout à fait démontré que si on fait l'économie du travail psychique, le corps se désorganise. Donc il faut, à long terme, on sait que c'est contre-productif, que ça pourrait amener bien d'autres souffrances. Voilà. Et ben merci beaucoup, Alice. Je vous en prie, Margot. J'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ici, la colombe qui vous parle. Moment magique de poésie à suivre. J'ai une peur panique de l'abandon. Qu'on me laisse seul dans le chaos du monde. Je suis souvent parano. Je me fais toujours tout un monde. Je peux passer du rire aux larmes, mais dans mes projets, jamais je me résigne. Je suis borderline. J'ai tout donné, sucé jusqu'à l'os par mon travail et ma vie. Je suis sur les rotules, les paumes de mes mains plaquées au sol. On me bouscule, on me marche dessus. On m'a arraché à la vie. Je ne sais plus où j'en suis. Mais je me battrai jusqu'au bout. Je fais un burn-out. Bad trip. J'entends des cloches cauchemardesques ressentir l'angoisse qui me serre le ventre.
les voix qui grignotent mon cerveau, et ma parano qui rôde. Enfer nul lancinant mon psychisme. Impossible de sortir de ma cage noire. Elle me dévore, m'engloutit, m'avale tout entier. Elle me dépasse, m'empêche d'avancer, me bouffe l'existence. Et puis, je suis allée voir un psychiatre. J'ai avalé des pilules plusieurs mois, par dizaines, par jour. Ça met mon handicap dans le plâtre. Il a fallu du temps et des séances avant de trouver le bon dosage. Mais aujourd'hui, je suis stabilisée et c'est grâce à mon courage. Mon entourage, lui, a encore un peu de mal depuis mes dernières crises. Mais je ne vais pas leur faire du mal par surprise. Le temps fera bien l'affaire. Il faut être patient et lâcher prise. Ils reviendront. À ce qu'il paraît, je suis super attachant. Je me sens persécuté par mes voix. Je les entends. Elles me disent quoi faire. Parfois, je crie seul chez moi. J'ai même quelques hallucinations parfois. Mais j'ai une créativité débordante. Et je suis plein d'empathie. Je suis schizophrène. J'ai le sommeil sans fatigue. Je me sens devenir divine. Je plane dans ma tête des scénarios dignes de films de science-fiction. Je dépense l'argent que je n'ai pas. J'ai des logorées et des pensées suicidaires, mais ma vie est pleine d'émotions et de magie. Je suis bipolaire. Je n'ai envie de rien. Je marmonne seul des scénarios catastrophiques. J'ai un poids lourd sur mon cœur en permanence. Je hais les gens jouissifs, je hais les autres. Je m'enferme chez moi. C'est tous les jours la pluie dans mon cerveau. Je suis dépressif. Vous reprendrez bien 2-3 petites notes de musique. Place au groupe ColecoVision pour un peu de musique. Ici, la colombe qui vous parle. Place aux improvisations sur la paix psychique. Le groupe de paroles déjantées.
3 joueurs malades psychiques se réunissent dans un centre psychiatrique autour d'une réunion sur les activités du centre. Mais voilà, cette réunion, elle devient déjantée et la folie devient même contagieuse, même le personnel soignant devient fou à la fin. Contrainte, chaque joueur doit avoir une émotion et soit la tenir, soit changer d'émotion. Donc, bienvenue à cette réunion du centre. Donc, je suis infirmier, Oui. Rémi Quatennard. Oui. 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 Et après. Oui, Quentin, oui, Après, on y après, vient, on y après, vient, après, on y vient, après, on y après, vient. après. Oui, on Oui. y vient. Ah. Bon, donc, oui, Lucille, oui. Oui, on va manger, oui. On va manger plus tard, oui. Oui. Et puis, Oui. après. Ouais. Bon, donc on va... Oui, Lucille, oui. Oui, on va manger après, oui. Oui, on va manger. Il y a du coca. Un gâteau. Oui, on va aller acheter un gâteau, oui. Du vin. Oui, Quentin, oui. Non, Du vin, l'alcool est prohibé au sein de l'hôpital. Bah non. 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 Oui. Donc, alors, Ouais, je après, vous ai après. réunis ici Oui, pour après. faire les activités du centre. Voilà, les bullet points. Donc, on a vu Corsal. Ouais. Lucille, t'as encore laissé ta poupée là-bas. Et puis, non mais, c'est bizarre, j'entends la musique de Star Wars, là. Je comprends pas. Mais pourquoi, Ici, la colombe qui vous parle. Place à une improvisation théâtrale pour le thème de la paix psychique. Une famille en lutte. 4 joueurs représentent une famille. Le fils souffre d'une maladie mentale et il fait une crise. Les autres joueurs doivent calmer le fils et trouver des points d'ancrage et de relaxation. L'art des compromis et des solutions qu'il faut trouver pour ce jeune homme malade. Contrainte, ne pas faire de préjugés. Non mais s'il te plaît, Paul, calme-toi. Respire. Calme-toi, Paul. C'est important de respirer. Calme-toi, Paul. Oui. Hein? Oui. Paul. Calme-toi, Paul. Oui, non, mais Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. non, mais je peux plus vraiment trop parler, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu respires. Hein? On n'est que tes Non, parents. mais ça m'est déjà arrivé l'autre fois, et je savais plus trop comment faire, en fait. Oui. Je suis allé voir la police, et Oui, Paul, oui. Qu'est-ce que tu leur as dit? Hein? Oui. Qu'as-tu dit à la police? mais je leur avais dit qu'on avait volé mon goûter, encore une fois, Ah, mon petit chéri. Enfin, et ça m'a... c'est dramatique. Et ils m'ont pris en charge, et ils m'ont dit de me reposer, et ils m'ont amené voir une psychiatre, en fait. Ouais. D'accord. Pourquoi une psychiatre? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit. Mais ils m'ont dit que je devais aller voir une psychiatre et que j'avais peut-être des petits problèmes, en fait. D'accord. Mais c'est-à-dire des petits problèmes, c'est t'arrives plus à compter l'argent qu'on te donne tous les mois? Ou alors c'est parce que On t'a tu piqué t'arrives ton pas à goûter. mettre les 2 chaussettes de la même couleur, peut-être? Et ton goûter, il est où? Hein? Il est où ton goûter, chéri? Ben, ils me l'ont caché ou ils me l'ont mangé, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop, en fait. Oui. Et ta sexualité, ça va? Tu te sens bien avec ta copine? Tout va bien? Tu es heureux? Laquelle? Mais je sais J'en ai pas, plusieurs. Tiffany, ta principale, celle qui vient déjeuner en 8 à la maison. Ah, elle? Ah oui, peut-être, oui. Oui, Oui. oui. Bon. Eh ben, pour une crise, ça va, hein? Ça va, C'est t'as bien pas... respiré, c'est bien, Ouais, tu t'es calmé. ils m'ont dit qu'il Bravo. était en crise, le petit, mais là, il Oui. est... Oui, mais ça m'a calmé de vous revoir. Ah, Je mon vais petit tellement- chéri. C'est mignon. Il va pas pleurer, quand même. Non. Il va pleurer, là? Non. Tu crois qu'il va pleurer? Je sais pas, je suis très émotif. Ah, Non, c'est mignon. Bon, respire bien, c'est important la respiration, une bonne respiration, et puis étire-toi. voilà, c'est ça. Ouvre ton cœur, c'est C'est l'essentiel. ça, ce que dit papa, c'est ça. C'est bien. Oui, j'ai envie de faire de la relaxation mais j'ose pas trop m'ouvrir. Tu as peur de quoi? J'ai peur d'ouvrir mon cœur, en fait. Oui. Tu as peur qu'on te fasse du mal à ton petit C'est cœur? ça, oui. Oh oui, mon chéri, oui. Ah oui, c'est pas évident.
nous, on est là pour te protéger ton cœur. Oui. Hein, Paul? Mais oui. Papa, il est là Oui. aussi pour protéger ton Et cœur. maman aussi. Il est là avec toi, Paul. Oui, tu n'es pas seul, Paul. Et surtout que je voulais dire, si je peux ouvrir mon cœur, en fait, je voulais dire que, en fait, ma nouvelle copine, c'était un garçon. Comment ça? Ah bon? Ah, vous le saviez pas? Non, si, Ben, il tu savais, s'appelle, Josette? Ben non. il s'appelle Maurice et, Mais Maurice, c'est un vieux prénom. il a 52 ans et Bon, est-ce qu'il a une camionneur. bonne situation, chérie? Est-ce qu'il a une bonne situation? Je l'ai rencontré sur une aire d'autoroute quand j'avais fugué l'autre fois. Oui. Et il est vraiment très gentil, il me comprend vraiment beaucoup et il me dit que vous me comprenez pas trop en fait. Que vous êtes des gens très intolérants. Et je comprends pas trop en fait. Il est jaloux, c'est tout. C'est C'est parce tout. qu'il est orphelin, mon chéri. Oui. C'est normal. Il n'a pas de parents, donc il te jalouse. Ah si, il dit qu'il a beaucoup d'enfants. D'accord. Bon. Bon. Eh ben, écoute, on va retourner voir la psychiatre. Hein. Tu viens avec moi, hein, mon chéri? Allez, Oui, viens. d'accord. Allez, on va avec papa. Allez. Allez, Josette, on y va. Non, j'ai pas envie de venir. Je vais partir. Ici, la colombe qui vous parle. Et si on partait en thérapie psychique le temps d'un instant? Je vous présente la mini-série de fiction radiophonique Morceaux de vie. Toutes les histoires sont fictives. Allez, allons suivre Charlotte dans sa thérapie avec le docteur Dulon. Bonne écoute. Bonjour Charlotte, je vous en prie, rentrez. Bonjour docteur, je suis contente de vous voir. Je me demande pourquoi je dépasse toujours les limites, sans m'en rendre compte sur le moment. Je ne comprends pas, c'est comme une vague qui pèterait tout sur son chemin, comme si j'étais le chaos lui-même. Et aussi je voulais vous dire que parfois je m'invente des choses, parfois ma réalité et ma perception devient la réalité que je pense que tout le monde a aussi. En fait, comme si tout le monde était dans mon propre cerveau. Oui, notre cerveau nous joue des tours. Parfois, avec le dérèglement thymique et les prodromes, des crises, c'est-à-dire ces signes concrets qui démontrent que la crise peut encore être évitée, vous croyez que votre réalité est celle des autres. Mais ce n'est pas la réalité. Et ça ne le sera jamais. Est-ce que vous dormez bien ? Mais c'est ça l'enfer. L'intersubjectivité, je vous le dis. Docteur, on nous demande d'aller bien, dans un monde qui est malade. Comment me situer par rapport aux réalités changeantes des perceptions? Comment rester moi-même et surtout objectif face à mes angoisses qui me dévorent de l'intérieur? Quand au sommeil, je dors très peu, et quand j'y arrive, c'est des cauchemars en boucle, en boucle, en boucle. Je pense que je vais faire une crise, docteur. Rendez-vous compte, Charlotte, vous venez à peine d'être diagnostiquée et vous êtes déjà consciente de vos changements. Consciente des prodromes de crise. Honnêtement, vous avez déjà fait le plus gros du chemin. Et pour cela, je vous félicite. Quant aux réalités, il faut que vous arriviez à séparer vos angoisses et fantasmes cauchemardesques des faits tangibles qui appartiennent à la réalité universelle, celle que tout le monde voit. Mais c'est-à-dire? Eh bien, par exemple, vous me disiez la semaine dernière que votre copain, Étienne, vous trompait. Et vous cherchez la faute, bien qu'inexistante à chaque instant. Vous rêvez de le démasquer, inconsciemment. Mais c'est juste pour nourrir vos pires fantasmes et empirer votre pathologie. L'important, c'est une vie équilibrée et surtout se faire confiance et s'appuyer sur des faits réels, pas sur votre imaginaire, même si c'est tentant. Oui, c'est très tentant. Je crois que j'aime me faire du mal. Sur le moment, ça m'apaise, oui. Ça me console d'imaginer le pire. C'est-à-dire qu'au moment de le faire, je me mets des pensées négatives en boucle. Puis je me dénigre. Comment faire pour enlever ces instants maléfiques, je dirais. Charlotte, vous êtes schizophrène et borderline. L'issue médicamenteuse peut fortement vous aider. On va essayer une bithérapie sur l'humeur. Lithium plus Abilify. Et nous nous reverrons la semaine prochaine. D'accord. Je veux guérir. Je veux vivre une vie normale et je suis prête à essayer. Vous allez vous en sortir, Charlotte. Je vous trouve très courageuse.
Merci, docteur. Ça me fait du bien ce que vous dites, alors à la semaine prochaine. Oui, sans faute. Au revoir, merci, docteur. Au revoir, Charlotte. Tu vois, la vie c'est pas pour tous un petit nuage. Y a qu'à voir les conséquences du Covid sur la santé mentale. Tout ce qu'on veut c'est des situations gérables et pas d'un avenir irrécupérable. J'espère que la France en est capable. Se battre, se traiter. Est-ce que toi t'en es capable? Va-t-on arriver à un air respirable? Les angoissés, les stressés, les anxieux désaxés, évitez de déverser ce qui n'est pas soigné dans vos intériorités. Et ne mettez pas le blâme et tralala sur ceux-ci qui sont diagnostiqués, même depuis des années. Tolérance, maître mot d'une bonne ambiance, passer au travers de ces souffrances, ça soulage l'existence existentielle. Nos séances de thérapie, on envoie nos psychoses en vacances et surtout on avance, avancer. Et le but pour passer la réalité si glacée, positif est le meilleur moyen d'action pour rebondir. Comme un kangourou, je l'évite, j'évite les obstacles sur mon chemin. J'esquive, je contourne, plus rien ne me mène à la dérive. Et pas même les gens qui parlent alors que c'est pas leur vie. C'est pas parce que ça pique que c'est pas vrai. On nous dit société neurotypique, mais c'est bien plus complexe dans les faits. Chaque homme naît avec sa dose de folie, sans déconner c'est dans ta vie. À présent faut faire la paix, ose-le et tu seras prêt. Stop pour payer les frais, de facto ça fait mal. Écoute tes émotions et surtout ne le prends pas mal. Malheureusement chaque personne a ses propres refuges. Pas besoin de monter l'Himalaya pour faire de la luge. C'est quoi tout ce grabuge? Voyez pas que ça urge? On n'a pas besoin de tirade, faudrait pas attendre un nouveau déluge pour être responsable. Responsabilité, mène ta vie correctement, sois patient et déterminé. Avec le temps ta santé mentale finira par être équilibrée. Comme un funambule aguerri, je n'ai pas peur de tomber dans le vide. Et même quand on me dit des trucs pas gentils, ma rémission elle est pas timide. Notre bonheur est pas factice, c'est pas de la triche, c'est pas un coup de la matrice. Motricité, relationnelle et sagesse font le poids face à vos croyances insipides. Sortez-vous les étiquettes, il est temps d'aimer la vie pour de vrai, ouais. Parce que c'est chouette, parce que c'est chouette. C'était la colombe sur les ondes. C'était La Colombe qui vous parle, une création originale de Margot Vincenti. Au cours de cet épisode, nous avons appris avec notre invitée Alice Lachant que laisser place à la rêverie et à la pensée, c'est se permettre, à travers nos subjectivités, de faire bien fonctionner notre psychisme. Enfin, si on ne fait rien pour soigner sa psyché, le corps finit par se désorganiser. Un grand merci à Alice Lachant et son point de vue éclairé. Improvisation théâtrale, Julien, Flore, Cédric et Margot. Accompagnement mélodique, Rémi à la trompette. Prise son, mixage, co-réalisation, Cédric. Poésie, Cédric et Margot. Sound design, mastering et impro théâtral, Coleco Vision. Merci à Micro-Sillon pour leur aide et leur soutien. Mini-série radiophonique, Julien et Julie. Le prochain épisode portera sur la paix à l'école. À bientôt!